Mais la question que je me pose, c'est de dire quand même Saint-Martin est un homme du XVIIIe siècle, et nous, le XVIIIe siècle, on le voit toujours comme ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Et est-ce qu'il ne faudrait pas dire que c'est le siècle des Lumières, c'est aussi le siècle des Illuminés? Oui. Et je prends les Illuminés, évidemment, dans un sens tout à fait laudatif. Ah oui, il faudrait parler de l'illuminisme, c'est-à-dire du siècle de l'illuminisme. Alors c'est, au fond, la baronne d'Oberkirch, dans ses mémoires sur le XVIIIe siècle, dit justement au début de son ouvrage que finalement le XVIIIe siècle commence avec les philosophes des Lumières, le rationalisme, et va s'achever dans la superstition, dans l'attrait du merveilleux. Hein, c'est la grande période de Cagliostro, de Mesmer, de Puységur. C'est le magnétisme qui va prendre une importance tout à fait particulière justement pour tous ces gens qui, en particulier, étaient des quêteurs de l'invisible et qui sont entrés dans la maçonnerie, dans des rites plus ou moins parallèles de la franc-maçonnerie et qui ont essayé de frayer avec l'invisible, qui vont trouver justement dans le magnétisme quelque chose de tout à fait passionnant qui va totalement bouleverser leur approche. C'est à la limite ce que j'ose dire, si vous voulez bien, c'est que le magnétisme aujourd'hui, on confond avec l'hypnose et l'hypnose telle qu'elle a été revue par Charcot, et que le magnétisme, on ne comprend même plus ce que c'est. Lorsqu'on lit Puységur, on s'aperçoit que quand même ça renvoie à un certain nombre de croyances extrêmement profondes, et que d'autre part, le magnétisme, c'est une école de la liberté et de la découverte du maître intérieur. Tout à fait. Alors, pour en revenir à Louis-Claude de Saint-Martin, vous parliez de Martinez de Pasquali. Est-ce qu'on pourrait dire quand même en quelques minutes qui est Martinez de Pasquali? Il est dur à résumer parce que c'est un homme dont Saint-Martin lui-même a pu dire qu'il n'en avait jamais fait le tour, qu'il n'avait jamais réussi à en avoir fait le tour. Donc c'est un météorite dans la vie initiatique française du XVIIIe siècle. D'abord, il y a des zones d'absolu inconnu chez lui, pour le coup. On est très peu sûr de sa date de naissance. On croit savoir qu'il a été baptisé à Grenoble en 1710. Tout ça est à mettre au conditionnel. Il a beaucoup voyagé dans l'état militaire, suivant son père. Quelle origine avait-il réellement? Certains l'ont dit marane, d'autres espagnol. Enfin, il parlait en tout cas le français avec un fort accent. Et apparemment, des connaissances très approfondies sur le judaïsme. À partir de là, des tas d'hypothèses ont été échafaudées sur lesquelles il est quand même délicat de pouvoir prendre parti, à moins d'appartenir à une école ou une autre. Mais je dirais que si on veut rester avec une certaine distance prudentielle, un champ de réflexion à peu près cohérent, je crois qu'on ne peut qu'en rester pour l'heure. Hein, les chercheurs peut-être seront-ils plus heureux, mais qu'à certaines hypothèses. Ce qui est certain, ce qui va développer, partir globalement de 1753 à Montpellier, dans le cadre des loges françaises, un système qui va devenir plus tard, ça va prendre un peu de temps, puisqu'il va passer par Toulouse, puis Bordeaux, le système qui va donner naissance à cet ordre fameux, l'ordre des chevaliers maçons élus Cohen de l'univers, dont il va installer à Versailles l'instance dirigeante de cet ordre qu'on va appeler le tribunal souverain, et c'est là où Jean-Baptiste Villermoz le rencontrera.